Alors sinon, donc tout à l'heure, comment dire, on a parlé d'Égypte. Tu as fait un clin d'œil à l'Égypte avec Akhenaton et tout ça. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de ton voyage en Égypte et de tout ce que tu as vécu autour, comme synchronicité, découverte, etc. Oui, bien sûr. Alors en fait, je dois dire que là, j'ai été presque propulsé en Égypte par un événement assez dramatique qui s'est passé dans ma vie. C'est que au moment où je sortais mon premier livre, La biopsychanalyse, eh bien, la palette de livres, puisque c'était un compte d'auteur avec les éditions Selena, donc qui étaient nos éditions, la palette s'éventre sur le trottoir. Et donc, je suis là avec Janine et sa fille pour rentrer les livres. Et là, il y a une bande de gens malfaisants, je vais pas en dire plus, qui profitent là pour venir nous agresser. Et là, donc, moi, voulant défendre à la fois mon bébé, parce que le livre a été dur à accoucher, et puis ma femme et ma fille, puisqu'on était quand même devant des gens qui n'avaient pas des bonnes intentions, je me défends, et avec une énergie force laser qui arrive chez ceux qui veulent se défendre, j'en blesse un, que je mets au tapis, il porte plainte, et c'est moi qui suis condamné. Voilà, donc j'ai trouvé ça comme départ une injustice terrible, et... Ah oui, c'est intéressant, excuse-moi, mais oui. l'attaque que tu as fait, c'est une attaque énergétique. Bah, avec mes mains, mais si tu veux, mes mains étaient comme des sabres laser, et le fait de l'avoir atteint à la tête, ça lui a fait une blessure. D'accord, Voilà. mais tu ne l'as pas touché physiquement. Bah, vous savez, tu sais, on le touche, mais à 1 millimètre, quoi. Et à ce Oui, moment-là, non, ça... non, mais pour les gens qui sont très terre à terre, Oui, la nuance est importante. d'accord, ça fait comme une arme. On a une énergie qui sort des mains et du corps, surtout qu'à l'époque, bon, je travaillais les arts martiaux, donc c'était vraiment très puissant, Ah, quoi. ok, d'accord, merci. Voilà. Et donc, hélas, c'est moi qui suis condamné parce que souvent, ces gens-là sont protégés par les institutions. Voilà, je fais pas plus. Et donc pour un petit peu me protéger, j'investis une somme d'argent dans la maison où on est actuellement pour construire la tour, une tour de raccordement qui avait au-dessus un toit en forme de pyramide. Alors, bien sûr, ça s'est fait un petit peu après. Je veux dire que rien n'était intentionnel, quoi. Et c'est dans cet été suivant que je suis avec un livre de Christian Jacques, que m'avait fourni ma chérie, Janine. Et là, chose incroyable, comment je vais dire, l'énergie qui se dégageait de ce livre me ramenait comme une sorte de translocation en Égypte. J'avais toutes les images qui s'allumaient. Je lisais entre les lignes. Je revoyais les personnages. Bref, une sorte de mécanisme surnaturel qui se révélait en moi, qui m'a fait comme un départ de délire mystique. Il y en a qui appellent ça les phases maniaques. C'est-à-dire quand tu es en phase maniaque, tu as une sorte d'ivresse du cerveau qui te fait rentrer dans toutes les directions du temps, dans toutes les dimensions de toutes les choses, tu vois, tu comprends tout et tout ça. Et ça s'est passé comme ça, dans un premier temps, avec ce livre. Un peu moins fort que ça ne se passera après. Donc l'Égypte était rentrée en moi. Et donc j'associe ça avec le malheur qui m'était arrivé avant, puisque c'est au pied de cette tour, avec un toit triangulaire, et peut-être que l'onde de forme du toit en pyramide m'avait peut-être influencé sur ça. Voilà, c'est une hypothèse, mais enfin ça s'est passé comme ça. Là nous sommes en juillet ou en août, et en septembre, toute cette force égyptienne qui était toujours en moi, me commençait à faire acheter des livres, à dévorer, et à un moment, me conduire, c'est pas une voix, une force puissance qui vous dépasse, me dit, il faut que tu ailles au Louvre. Bon, d'accord, j'y vais, parce que le Louvre, il y a bien entendu la collection égyptienne. Alors j'y vais, et j'arrive là-bas, petit panneau, l'exposition égyptienne est supprimée, on l'a déplacée. Alors là, on est dans un système un peu fou, quoi. On se dit, oh mais c'est un complot, on veut m'empêcher. Enfin vraiment, c'est le délire paranoïaque, quoi, qui s'associe souvent peut-être à ces phases maniaques. J'aime pas trop le phase maniaque, je trouve que c'est mal dit, mais enfin bon, pour le maniaco-dépressif, en psychiatrie, c'est ce qui est employé. Et donc, je me renseigne, et en fait, et là c'est incroyable aussi, l'exposition
provisoire, parce qu'il y avait la construction de la pyramide, il y avait le déménagement du Louvre, le Grand Louvre était en construction. L'égyptologie était descendue dans les souterrains, au pied de la fondation Philippe Auguste. Donc on a les fortifications Philippe Auguste qui avaient été retrouvées lors de ces fouilles. Ça avait été un petit peu réaménagé. Et là, toutes les statues égyptiennes, etc., les hiéroglyphes et tout ça, tout était exposé. Et là, la phase maniaque me reprend. J'étais chez moi. J'avais des informations de partout. Je regardais les hiéroglyphes. Bon, je n'ai jamais pu arriver à décoder les hiéroglyphes, mais là, j'avais l'impression que je savais exactement ce qu'ils disaient. Je comprenais les cornes. Après, je comprends les cornes, vous savez, des béliers. Donc, après, je saurais que c'est une représentation de la précession des équinoxes. Hein. Je pense que les gens savent. Je regardais le scribe accroupi. Il y a un scribe accroupi. Je le regardais. Il me parlait. Ça a été un délire fou. Et là, cette énergie, cette force qui me rentrait en moi, je la garde, mais pendant assez longtemps. Et je ressors, et donc l'anecdote que j'ai toujours en mémoire, je m'assois pour prendre un café, pour souffler un petit peu, et là il y avait une fille que je trouvais jolie, et je la regarde, mais avec une telle puissance, une telle force, que je l'ai trouvée toute troublée et tout, et après, bon, on s'est quitté, mais c'est quelque chose qui m'a investi, qui a été hors norme. Alors, à partir de là, je n'avais plus qu'une obsession, c'était aller en Égypte, et tester la pyramide. Bon, je savais pas trop ce que j'allais trouver, bien que, peut-être. Hein. Et entre-temps, Janine, pour mon anniversaire, un 19 octobre, m'offre un livre, c'était bien entendu en rapport avec l'Égypte, elle l'avait acheté avant, c'était la description de l'Égypte de Champollion. Donc tout ça me paraissait évident, je lisais, mais oui, c'est évident. Et on arrive à prendre les billets pour partir en Égypte. Et comme d'habitude, les forces contraires commencent à s'opposer. Impossible d'avoir un avion, impossible, on était pendant le ramadan, ça marchait pas. Et on a notre billet au dernier moment, l'agence nous l'amène avec un coursier. On prend un taxi à fond, il restait plus que quelques minutes pour prendre l'avion, donc je sais même pas comment il a fait pour arriver à l'aéroport. Et là, chose incroyable, l'avion nous attendait. Je crois que ça n'arrive jamais. Eh ben si, il nous attendait, on prend l'avion, on arrive au Caire. On avait retenu un hôtel qui avait le nom de pyramide, puisqu'on voulait voir les pyramides, donc c'était Pyramide Hôtel. On s'est dit, bon, on doit être près des pyramides. Que nenni, on arrive dans un hôtel style moderne, qui nous plaisait pas trop. Et il y avait une piscine, et là, l'anecdote, c'est qu'avec Janine, on regarde les gens, c'était des Asiatiques, et la coutume des Asiatiques, c'est de cracher par terre. Et là, ils crachaient dans la piscine, dans les caniveaux. Alors, ça nous a dégoûtés, on n'était pas bien, on n'a pas voulu rester, et qu'est-ce qu'on fait ? On décide de déménager au Mena House. Alors, c'est un hôtel extraordinaire. Je te donne les photos par Internet, on le voit, ça a été émouvant de revoir les photos d'ailleurs. Et là, c'est vraiment l'hôtel. Si vous devez aller en Égypte, faites des économies, allez-y. Bon, c'est un peu cher, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas choisi. Hein. Mais bon, on avait cassé le code et vie. Et on s'installe là-bas. Et là, vraiment, un souvenir merveilleux de ces hôtels anglais du 19e siècle, de l'invasion anglaise, qui ont vraiment laissé des traces vraiment extraordinaires. Et on voit la pyramide qui n'était pas loin, et voilà. Et dans ma petite tête, je savais, parce que j'avais quand même déjà un petit peu avancé dans mes recherches, que lorsque l'on va dans un endroit où des gens célèbres, des écrivains, des égyptologues, des archéologues, des hommes politiques même, mais c'est surtout des égyptologues, ont vécu et sont morts, leur âme reste dans le lieu. Et comme, c'était mon avis, ils n'ont pas résolu tout de leur vivant, vous savez que quand on est mort, on a une sorte d'omniscience et on sait et on voit tout ce qui n'a pas été compris du vivant, eh bien, je me suis dit, peut-être qu'en allant là-bas, je recevrai des informations, puisque j'avais déjà travaillé sur mon cerveau vibratoire, etc. C'était pas intentionnel au départ, mais ça m'a effleuré l'esprit. Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors, il y a eu deux choses. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas. Donc la première, c'est en sortant donc dehors, la photo, je vous la montrerai, c'est exactement là où ça s'est passé. J'ai une voix qui me dit « molécule d'eau ».
Waouh, d'accord. Donc, j'avais déjà une idée qu'il y avait un rapport avec l'eau et la pyramide, puisqu'on sait que de tradition, la pyramide, quand vous mettez des lames de rasoir, quand vous mettez des pommes sous une pyramide, elles se déshydratent. Donc, il y a bien un rapport avec l'eau. Et là, une voix force qui me balaye le cerveau et qui m'indique cette piste. Donc, intéressant. Donc, il fallait donc aller continuer à la visiter. Mais on n'y va pas tout de suite, puisqu'on avait décidé, avec Janine, d'aller au musée du Caire, dans un premier temps. Parce que pour aller sur la pyramide, c'est compliqué, il y a du monde, fallait retenir et tout ça. Donc, le lendemain, on part pour le Caire pour visiter le musée du Caire, et notamment les momies. Donc, le musée du Caire, pareil, j'étais vraiment chez moi, quoi. Ça fait ça souvent, certains égyptologues qui retrouvent des réincarnations, ils se sentent chez eux. Voilà, bon, ça m'a fait pareil. Et l'anecdote, c'est qu'on visite la momie de Ramsès II, donc il y a une salle où il y a des momies, une salle climatisée, et la momie de Ramsès II qui ressemble à Mitterrand. Mitterrand, ça me fait rire. Ah oui, parce que c'est Mitterrand, il a quand même terminé sa vie en disant « je crois aux forces de l'invisible hein. ». Et il a terminé sa vie avant de mourir en Égypte. On ne sait pas ce qu'il a fait, il a dû faire un rituel. Hein. Donc il était très occulte, hein, Mitterrand. Quand vous voyez le Paris Mitterrand, tous les monuments sont tous des monuments occultes en rapport avec l'Égypte. Hein. Il y a quand même un zodiaque sur l'arche de la Défense. Hein. Attention, il était complètement foudingue de ce truc-là, mais comme souvent, il n'en avait que la musique, il ne connaissait pas les paroles, enfin il lui manquait une dimension. Mais bon. Et donc là, j'étais toujours en train de tester, en train de titiller, etc. Et je regarde, et donc de communiquer avec tout, vibratoirement. Et je regarde la momie de Ramsès II, et je lui dis, écoute Ramsès, hein, je ne sais pas si je l'ai tutoyé, mais bon, si vraiment tu m'entends, montre-moi, essaie de casser ta vitre pour sortir de là, et fais-moi une sorte de, de signe, d'éclat paranormal. Évidemment, rien ne se passe. On continue, et voilà. Le soir, on va manger dans une sorte de fast-food, et là, grosse erreur, je prends une salade de tomates et tout, et dans ces pays-là, il ne faut jamais prendre de légumes, surtout qui ne sont pas lavés comme il faut. Et voilà ce qui va se passer. Le lendemain matin, on va donc autour de la pyramide, on décide d'aller autour de la pyramide avec une promenade à cheval. D'accord ? Et donc, on se prépare le matin. Donc, on avait réservé la veille ou l'avant-veille, bref. Et on se prépare à y aller. Et moi, j'étais au lit, donc il devait être 7-8 heures du matin, et je commence à me tordre de douleur dans mon lit. Le ventre commence à me tordre de douleur, quoi. Ah, ça y est, j'avais chopé une tourista, parce que j'en avais déjà eu une bien avant, et je savais ce que c'était, c'est-à-dire que les crudités m'avaient translaté les amibes, elles commençaient à faire la fête dans mon intestin, et c'était l'horreur. Donc Janine était un peu désolée, alors on ne sait pas si on y va, et j'étais dans le lit, puis Janine commence à me dire, mais c'est drôle, on dirait que le ciel devient jaune, bon, les rideaux étaient tirés, puis d'un seul coup il devient rouge. Ah, alors je m'approche de la vitre, c'était dingue, le ciel avait des couleurs, ça changeait et tout ça, on était en pleine tempête de sable qui s'était déclenchée, et c'était une des plus grandes tempêtes de sable qui s'était passée en Égypte, qui se passera en Égypte depuis des années. Et là, on se dit, bon, eh bien, on a peut-être bien fait de ne pas aller à cheval, parce que on a peut-être été protégé par ma tourista, hein, on va dire synchronicité, parce que si on était parti sous la tempête de sable, sans masque de protection, tu as le sable qui rentre dans tes poumons, et là, tu as des infections à vie. C'est un phénomène qui est connu. Ok, donc on attend, et le vent se lève, et ce qui se passe, c'est que la baie vitrée, c'est des très grandes baies vitrées. Il y a encore une photo de la chambre, on la mettra en post-prod, comme on dit. La vitre commence à bouger, mais elle fait presque des écarts de 10 cm, quoi. C'était énorme. Et là, je me dis, waouh, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec Ramsès II, à qui j'ai demandé de bouger sa vitre, qui me fait un signe avec la tempête. Voilà, donc c'était l'anecdote. Ce qui s'est passé après,
c'est que le sable avait envahi complètement l'hôtel. Il y en avait dans les couloirs, la piscine était remplie, comment je veux dire, les palmiers étaient tous écroulés, quoi. Enfin, étaient tous à terre. C'était dramatique. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Et on attend. Et le surlendemain, on décide d'aller à la pyramide quand tout s'était un petit peu calmé. Et donc, par rapport au crâne, c'est que l'angle de la pyramide, effectivement, est l'angle de H2O. Alors, est-ce que ça a un rapport pour éveiller l'angle H2O des temporaux? Voilà, le débat reste ouvert. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décodé la pyramide. Et c'est ça qui attire la fréquence de l'eau cosmique et la fréquence de l'eau intérieure. Et dans notre crâne, la gestion de l'eau, et j'en ai parlé largement, la gestion du mécanisme de l'eau, voilà, et de l'hydrogène, et ça s'affine encore parce que on voit donc dans les branches hydrogène, donc HH et O au centre, qu'on a un rapport avec donc l'hydrogène et un rapport avec Jupiter par l'intermédiaire du foie. Hein, je fais une petite parenthèse. Vous vous rappelez que la projection du rocher est la même, d'accord, est en cohérence de phase avec celle du foie. Le foie, c'est Jupiter. Donc ça nous ramène dans la tradition, bien sûr, c'est la tradition astrologique, à la planète Jupiter. Et on voit maintenant, avec les nouvelles découvertes, avec les satellites et tout, enfin les sondes qu'ils amènent, que Jupiter est une immense réserve d'hydrogène à l'intérieur. L'hydrogène liquide. C'est curieux, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'hydrogène n'a pas pu rentrer en fusion comme dans le Soleil, parce qu'il n'y a pas eu assez de pression, ou c'est peut-être volontaire. Donc en fait, Jupiter n'a pas brillé. Et on retrouvera ça dans la tradition humaine, puisque Jupiter est associé à tout ce qui est études, hautes études et fonctionnariat. Et les gens qui sont fonctionnaires ont hélas en eux cette relation avec Jupiter, qui est un soleil qui n'a pas brillé, et ils ont besoin pour se faire briller, j'oserais dire se faire mousser, de l'administration, qui les soutient. Mais ils arrivent très difficilement à retrouver leur propre soleil intérieur. Il faut une translation. Vous voyez, même en concret, on arrive à comprendre l'application. Et souvent, en thérapie, quand j'ai des fonctionnaires, ça a vraiment du mal. Hein. C'est plutôt les professions ou les fonctionnements personnels, enfin, tu vois, autodidactes, quoi, qui arrivent à retrouver leur soleil, leur pulsation intérieure qu'on retrouve au milieu. Oui, le soleil étant la source, ceux qui sont dans des professions où on a plus tendance à être coupé de la source, du coup... Du coup, ils se servent de la source pour exister, mais après, quand on enlève la source, ils sont tout orphelins, ils sont tout vides. Donc voilà par rapport à Jupiter, okay. Donc la puissance. Dis-moi, tu veux rajouter? Non, mais c'était parce que là, à un moment donné, comme tu as parlé de momie, de l'anglage de zoo, de la pyramide, et je sais plus si je crois que tu l'as survolé, mais tu m'avais parlé que ça participait au dessèchement des momies. Est-ce que tu peux appuyer là-dessus? Alors, tu vas rire, j'ai eu le flash cette nuit. Ah, wow. C'est génial. Ouais, tu vas voir. Donc si vous voulez, je reparle, on pourra même remettre en double ce que j'ai dit dans l'interview précédent, où il y avait des parasites. Apparemment, les momies n'ont pas voulu... Tu sais, ça fait penser quand il y a eu la découverte avec Lord Cameron, du tombeau de Toutankhamon. Vous savez qu'il y a eu une grande panne électrique sur Londres, il y a eu des morts et tout ça. Donc c'est un peu comme si les parasites que tu avais eus au moment où je parle de l'Égypte, c'était un peu l'Égypte qui nous envoie un signal, quoi. Voilà. Alors est-ce qu'il faut insister ou pas? Oui, je pense quand même. C'est vrai, parce que là, pour expliquer aux spectateurs, c'est vrai que là, on fait un deuxième enregistrement pour réenregistrer juste cette partie sur l'Égypte, parce qu'il y avait eu des parasites pendant toute cette partie-là, mais précisément cette partie-là, donc c'est très drôle, quoi. C'est curieux, voilà, on se dit, tiens, voilà, c'est l'Égypte. Donc on réenregistre le voyage en Égypte. Oui, quitte à laisser l'autre, parce que je vais faire la même version, mais peut-être avec quelques nuances, quoi. Et là où j'ai vu une sorte de synchronicité, c'est que les grandes baies vitrées de la chambre, c'était des grandes baies vitrées, bougeaient à se casser un peu comme j'avais demandé, brise ta vitre du truc, tu sais, Ah oui, c'est énorme. C'était énorme, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai compris, il se passe quelque chose, bon, très bien, j'ai pris ça comme un signe, voilà, et puis c'est vrai qu'il y en aura peut-être eu d'autres,
On repart Oui, sur... excuse-moi. Oui, c'était le concept le mécanisme de la pyramide qui servirait à dessécher les momies. Voilà, alors mon idée, je pense qu'elle est juste. Alors déjà, la pyramide n'a jamais été un tombeau. Donc je répète, pour ceux qui essaient de se détacher de l'égyptologie universitaire, ce n'est pas un tombeau, il n'y avait jamais de... Voilà, alors ce sont des fausses pistes qui sont encore, hélas, exploitées. Et juste, pour ne pas oublier, je vous invite à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les travaux de Schwaller de Lubitz, d'accord, qui sont vraiment les choses qui vous révèlent l'Égypte de l'intérieur. Et là, si vous voulez faire des grands voyages intérieurs, initiez-vous à ça, et après on en reparlera par rapport au temple de l'homme à la fin de l'interview. Le temple de l'homme nous ramène à l'architecture sacrée du crâne que je décris. Le temple de l'homme étant le temple de Luxor. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que le pharaon, une fois mort, devait être déshydraté, mais profondément. Qu'est-ce que j'entends par déshydraté ? C'est-à-dire nettoyer les mémoires émotionnelles qui sont associées à des fréquences eau. L'eau est un support au niveau des émotions. Et si on veut que la momie soit purifiée, on va dire, il faut lui enlever toutes les émotions pour qu'elle devienne étalon. C'est-à-dire que lorsque tu as une momie qui est déshydratée complètement, elle devient un étalon, une clé pour accéder à l'énergie source, qui permet à ceux qui la fréquentent d'avoir des ouvertures rien que par la promiscuité. C'est un peu le mécanisme des reliques. Quand vous approchez d'une relique, vous avez votre corps vibratoire minéral qui rentre en cohérence de phase avec la mémoire osseuse qui est dans une châsse, et vous avez des informations qui arrivent. Pareil, au même titre que le menhir, quand on va l'interroger, c'est le même système. Donc, c'était en fait un mécanisme par la pression que donne la pyramide avec la masse, pour déshydrater les momies. Donc, elles étaient mises dans le sarcophage que l'on voit au milieu, qui n'est pas vraiment un sarcophage, c'est une boîte, si vous voulez, et on la laissait, je pense, un certain temps. Enfin, voilà comment j'ai vécu ça. D'accord. Donc, en fait, comment ça s'est passé pour que moi, j'aille tester ça avec Janine ? Ah oui. Donc, on arrive au pied de la pyramide et on avait la veille essayé de soudoyer, entre guillemets, un gardien pour essayer de passer les premiers. Parce que la pyramide, surtout à l'époque, c'est bourré de monde. C'est-à-dire que les touristes envahissent tout, ça désacralise, ça vous enlève les informations énergétiques, puisque ça fait des pollutions au niveau des cerveaux, bref. Et donc on arrive le matin très tôt, et évidemment le gardien avait oublié, on lui avait filé des sous, mais il était évidemment un peu filou, quoi. Et on était contrariés avec Janine, mais qu'est-ce qui se passe ? Encore quelque chose du ciel qui nous aide. Une équipe de tournage américain qui vient pour faire des reportages avait déjà bloqué, envahi si je puis dire, et réservé la pyramide, et elle avait bloqué l'accès parce que c'était elle qui devait y accéder en priorité. Donc le tournage américain, évidemment, avec les moyens, il n'y a pas photo, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, avec le gardien, cette fois-ci, je ne sais plus si on leur donne un billet, on lui demande « Mais on peut pas y aller rapidement, là, avant qu'ils montent ?» Parce qu'ils étaient en train de déployer leur matériel, les caméras et tout. Il dit « Ok, allez-y. » Waouh ! Alors là, on y va tous les deux. La pyramide était pour nous. On monte l'escalier, on monte dans la... C'est trop bien, quoi. Ah, trop bien, trop bien. Oh, ça, c'est... enfin, je ne sais plus, le couloir ascendant, j'ai oublié le nom. On arrive donc au niveau de la chambre du roi. Là, on doit se courber parce que c'est un tout petit passage. On arrive dans cette chambre. Bon, les gens connaissent surtout par les photos. Oui. D'accord ? Donc, elle est cadrée, elle est ciblée. Après, on apprendra qu'elle est faite sur le nombre d'or. Bref, quelque chose de magique. Alors là, tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Je prends mes mains et je prends le crâne de ma chérie et je commence à tester pour voir si ma théorie n'était pas fausse. C'est-à-dire que, normalement, le crâne, la pulsation médusa, qui a des allers-retours, quand elle a un stress, elle se spasme. Mais c'est quand vous pensez à un stress. Si elle se spasme sans qu'il y ait de stress, c'est que c'est un peu comme une toile à laver que vous essorez, et à ce moment-là, tu as tout le mauvais qui sort automatiquement, par la pression, qu'on peut retrouver en plongée sous-marine, ou dans un caisson hyperbare. J'ai fait des expériences. C'est un peu la même chose, sauf que l'eau, c'est compliqué. Enfin, quand on est à 20 mètres sous l'eau avec un scaphandre autonome, c'est moins facile, mais c'est le même principe. Et donc, je m'apercevais que je sentais que son crâne se purifiait quelque part, son cerveau vibratoire se purifiait.
Donc je m'étais pas trompé. C'était apparemment comme ça que le mécanisme devait être fait à l'époque. Ok, donc ensuite on redescend parce qu'il y a un musulman qui arrive et qui commence à psalmodier, il s'assoit sur un coin, son Coran. Oh, ça commençait à nous énerver, ça y est, on n'est plus tout seul, bon, ok. Alors on descend, lui il était assis sur le sarcophage et puis il faisait ses rituels, je pense pour faire une sorte de expérience chamanique par rapport à l'Égypte, où il y a un mélange entre l'Égypte, le Coran, donc il essayait de faire un truc, quoi. Donc on descend, et là, on descend dans ce qu'on appelle la chambre souterraine, c'est-à-dire une chambre de décharge. On ne sait pas trop à quoi ça sert, il y a plusieurs hypothèses, et nous, on essaie d'en tester une un peu par hasard. On fait du son, c'est-à-dire qu'on commence à faire... Janine était prof de chant, hein, on appelait ça l'ostéophonie ou yoga chant, et elle teste le chant. Et moi, je teste le chant, et je m'aperçois qu'avec la force de la masse dessus, mon système de pulsation électromagnétique avec le champ de mon corps commence à prendre de l'ampleur, et ça a fait des choses, ça m'a fait une expérience inédite. Alors est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'était dans un autre endroit, dans une grotte par exemple, je ne sais pas où, on aurait eu la même chose, je n'ai pas fait de comparaison, mais ça m'a quand même troublé au niveau du son. Et il y a eu un deuxième événement qui est assez intéressant, c'est qu'on était en bas et on entend, c'est beaucoup plus haut, enfin on était beaucoup plus bas que la chambre du roi qui était très haute perchée, on est d'accord, hein. Donc normalement il n'y a pas d'accès, on ne peut pas il n'y a pas d'accès direct si vous voulez. Et là on entend, par on ne sait où, le musulman qui était en train de psalmodier son Coran. On se dit, bah, d'où ça vient ça ? Ah oui, toi tu as découvert via le côté sonore qu'il se passait quelque chose vibratoirement. Alors voilà, c'est le côté sonore. Et après, quand je contacterai Philippe Lheureux, parce que sa théorie sur la pyramide, qui est en fait une machine à eau, d'accord, avec la pression de l'eau, je lui indiquerai ça, et quelque part, ça l'aura beaucoup aidé, il en a même parlé dans un de ses bouquins. Donc voilà, alors pour la pyramide, c'est tout, après on ressort, et puis on continue notre séjour en Égypte, le Mena House, là, voilà, après ça s'est terminé assez rapidement. Et donc, la deuxième théorie pour la pyramide, donc, qui est celle de Philippe Lheureux, donc, qui est un petit peu complexe, sans dessin, si vous voulez. Mais pour lui, et je pense qu'il a raison, la chambre du roi était une chambre à pression de l'eau. C'est-à-dire qu'on bouchait l'entrée avec le soi-disant sarcophage, il y avait peut-être des herses, on la rendait étanche, et on remplit la pyramide par les conduits soi-disant qui sont dirigés vers Sirius et tout. Lui il n'y croit pas du tout, hein. Et il a peut-être pas tort, mais on ne sait pas. On remplit avec l'eau, donc l'eau donc est remplie assez rapidement. Alors comment est-ce que l'eau était remplie ? Il y avait des serviteurs, hein, il n'y avait pas d'esclaves en Égypte, hein. C'est une Hollywood party ça, pour tromper tout le monde. Donc voilà, et quel est l'intérêt ? Alors pour lui, c'est de déclencher une chambre secrète avec un mécanisme à sable qui va se déclencher lorsqu'une pierre, avec la pression de l'eau, va être poussée et va faire dégringoler le sable dans la chambre de décharge en bas pour ouvrir une chambre secrète où il y aurait des secrets à découvrir. Bon, moi, sa version me laisse un peu dubitatif parce que je ne vois pas trop quel intérêt de mettre ça, est-ce que ça marche ? Moi, j'aurais pas fait comme ça si j'étais chez les Égyptiens. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Par contre, j'ai essayé d'associer sa découverte. Hein. Ce sont des découvertes aussi par flash. Hein. Il les a eues d'autre part. Hein. Donc lui-même étant d'ailleurs un ingénieur, donc il connaît parfaitement l'équilibre des forces, les chambres à pression, la pression de Pascal, voilà, ça sera sur son site, hein. Regardez-le, c'est vraiment bien. Alors moi mon idée, c'était qu'on remplit l'eau, et en tant que moi-même homéopathe ou homéobioticien, puisqu'on a un petit peu fait évoluer l'homéopathie, on sait que la pression de l'eau informe l'eau, et que l'eau informée a une action sur le corps énergétique, notamment vibratoire quantique. Maintenant, qu'est-ce qu'on passe comme information dans l'eau ? Alors, c'est là où j'ai eu le flash cette nuit. Dans un premier temps, il y a la géométrie sacrée de la chambre du roi qui est sous l'égide du nombre d'or. Ce qui veut dire qu'on informe l'eau
un fondamental de l'énergie sacrée, c'est-à-dire le départ de tout, le nombre d'or. Donc le cluster que ça donne, le cluster, c'est 6 molécules d'eau qui se mettent en cercle pour, à l'intérieur, faire un espace de vide où est véhiculée l'information. D'accord. Donc à l'intérieur, tu as une information nombre d'or. Et c'est ce même mécanisme qu'on retrouve dans le centre du cerveau, au niveau de la pulsation dont je vous montre, au niveau de l'hexagone. Alors on a hexagone, polygone de Willis. On a au-dessus hexagone que je ne vous ai pas encore expliqué, le carbone. Le carbone est un hexagone. Et on a l'hexagone cluster H2O. Tout ça est dans un espace de vide au centre du cerveau et crée une alchimie qui va être salutaire pour le corps. Et si j'ai le temps après, je vous expliquerai comment, par rapport aux métaux lourds et au cerveau alchimique, puisque ce cerveau-là, je l'appelle le cerveau alchimique, peut générer toutes les substances dont vous avez besoin. Alors ce n'est pas de moi, c'est dans la théorie de Louis Kervran. Moi, je l'associe au cerveau vibratoire quantique. Donc, dans un premier temps, il y avait ma première idée, la géométrie sacrée informée par la pression de l'eau. Et après, les prêtres allaient dispatcher, si on peut dire, l'eau dans tout le territoire pour donner des étalons références. Et si on réfléchit bien, comment est-ce qu'une civilisation a pu durer à peu près 12 000 ans ? L'Égypte remonte à moins 12 000, au niveau de l'époque de la précession du lion, c'est-à-dire le sphinx. Aucune civilisation ne dure autant, aucun régime. Nous, on dure 4 ans, alors vous imaginez, quoi. Enfin bon, je fais un raccourci. Donc il faut qu'il y ait un axe central qui soit immuable. J'aime bien quand Laurent parle de cet axe central et qu'il ne faut pas frotter sur les cloisons pour se faire dévier. C'est bien ce qu'il dit. Donc l'axe central, il fallait le trouver. Et donc ça ne peut être que les énergies fondamentales qu'il faut savoir faire jaillir, préserver dans les temples. Bon, après, il y a tout un paragraphe qu'on peut faire sur l'égyptologie et ce sera pour une autre interview, c'est trop long, quoi. Donc l'idée, c'était ça. Mais cette nuit, et c'est comme tout le temps, c'est les deux. Toi, tu me parles d'évolution, Darwin par rapport aux influences ultra-terrestres. Moi, je dis toujours, c'est les deux. Il n'y a jamais un qui a raison. Les deux ont toujours raison. Et comment est-ce que les deux théories peuvent avoir raison dans la pyramide? Bon, c'est peut-être un petit peu fou, c'est peut-être un petit peu osé, mais j'ose le dire maintenant. C'est que la mémoire du pharaon déshydraté reste dans la pièce, imprime dans les murs. Et quand vous mettez de l'eau, vous avez la mémoire de l'identité du pharaon qui rentre dans l'eau. Donc, ça peut être soit la géométrie sacrée dont je vous ai parlé, soit la mémoire du pharaon. Et pour ce deuxième, on retrouve le mécanisme que l'on fait presque tous les jours en cabinet de l'homéopathie. Comment vous faites une dilution? Vous mettez une substance, une teinture mère, un bout de quelque chose dans de l'eau. Vous gardez l'eau. Normalement, il faut la garder 3 jours. Pour ceux qui font leur dilution, ce que ne fait évidemment pas Boiron, il faut garder 3 jours la substance mère dans de l'eau pour que l'eau se charge au niveau de l'identité que l'on veut faire translater par l'eau. Donc, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez une plante, une fleur, vous voulez prendre son substrat vibratoire pour la monter en dilution, vous la laissez 3 jours dans de l'eau, et après vous montez en dilution. C'est exactement ce qui peut se passer dans le truc. Ouais, c'est le concept même de l'eau encodée, le principe de l'eau Alors encodée. C'est de l'eau encodée. C'est de l'encodage. Parce que le concept d'encodage, c'est vraiment d'emprisonner la vibration dans l'eau pour pouvoir la transporter dans la matière. Voilà. Et la faire boire de l'eau à des kilomètres sans forcément venir dans la chambre du roi en permanence quand on veut cette vibration. Oui, je pense que moi j'étais la théorie en tout cas je la comprends. Voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé. Sinon on comprend pas cette pyramide, pourquoi. Et d'ailleurs, attends, excuse-moi, je me permets parce que non, c'est moi qui. La première idée c'était que ça soit pour amener de la géométrie sacrée, le nombre d'or. Oui, le nombre d'or. La deuxième c'était que ça amène la mémoire du pharaon. Oui, c'est la deuxième, la mémoire du pharaon. Voilà. L'âme. Et moi, ce qui me vient, c'est que ça peut aussi, être encodé
par Sirius, Ah oui. puisqu'elle est alignée avec. Ah oui, c'est vrai. Une sorte d'encodage Ah, cosmique. on peut encoder cosmique. Donc il y aurait la troisième théorie des conduits d'aération qui seraient des. Tout à fait. Tout à l'heure, tu C'est disais vrai. que Philippe Leroux ne croit pas que c'est aligné, mais Non. pour moi, c'est clairement aligné avec Bah, les il dit que la Terre constellations, tourne. la Bah oui, mais pyramide. il dit à juste titre que la Terre elle tourne, donc c'est jamais aligné plus de quelques secondes par jour, quoi. C'est tout. Eh oui. Tout dépend. Oui, bah, bien sûr. Mais bon, c'est une le question de timing. de timing peut-être. Mais en Voilà. tout cas, il y a un rapport à Sirius dans la géométrie même de l'emplacement des pyramides. Oui, Et il y a la ça géométrie aussi. la constellation elle-même. Voilà. Mais bon, non, mais Mais bon, voilà, de toute façon, il y a moi, peut-être un encodage ce que je cosmique, dis quoi. aux gens, c'est expérimenter. Ouais. Expérimenter. Moi, j'ai fait tout ça, j'ai réussi parce que j'ai expérimenté avec mes mains. J'ai mis mes mains dans le cambouis, si vous voulez. Et donc, juste pour terminer le mécanisme de l'eau pression, on voit bien la petite l'eau qui coule. Là, sur la photo, je te la redonnerai, je l'ai retrouvée. Ah oui, d'accord. Ouais, je l'ai retrouvée. Philippe Leroux montre bien. Allez sur son site, hein, et puis parlez de lui, j'ai envie de le revoir, c'est un doudingue, je l'adore. Donc, et donc pour terminer, l'analogie avec l'homéopathie et la pression, vous savez que pour monter une dilution en homéopathie, on doit faire des dynamisations, c'est-à-dire en fait on doit faire des chocs. Mais le choc est analogiquement, enfin pour moi, équivalent à une pression. Vous donnez un coup, ça fait une pression. Et la pression donne à la fois une direction et donne à la fois une compression. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, je retrouverai le passage, c'est que les constructeurs, les compagnons des cathédrales, quand ils avaient posé une pierre donc parallélépipédique sur une cathédrale, ils donnaient un coup avec un maillet, soit de l'extérieur vers l'intérieur pour faire une direction d'énergie qui va pénétrer l'église, soit de l'intérieur vers l'extérieur pour faire évacuer, voilà, ils avaient leur système. Donc vous voyez que le choc sur quelque chose crée une mémoire directionnelle qui reste et qui véhicule des informations. Ça véhicule des informations. Et de la même chose, quand vous faites la dynamisation sur un flacon homéopathique. Je pourrais faire une démonstration si vous voulez. Pareil, alors, pour la pression, puisque la pression avec la masse de la pyramide était énorme, donc quelque part, ça vous compresse l'eau, la même chose, et vous avez une émergence d'un cluster hors du vide qui donne justement cet espace où va être encodée l'information. Analogiquement, c'est exactement ce que je fais, et c'est ça qui est difficile. Je donne une pression énorme sur les os. Je vous avais parlé de ma façon atypique de voir l'ostéopathie. Une pression énorme, mais qui n'est pas spécialement physique. Je ne veux pas vous broyer les os. Mais la pression énorme va faire émerger comme un trou de verre une sorte d'espace multidimensionnel dans lequel on plonge pour retrouver l'information. Votre information personnelle, vos mémoires de stress, vos mémoires de choc, votre vie passée, votre vie future. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas un vaisseau spatial comme Star Trek, mais à notre façon. Et c'est là où on a l'information et la véritable racine du stress. La véritable racine du stress, c'est là. Sinon, le reste, ce n'est que du survol. Et c'est là où je peux dire quand même que ce mécanisme de nettoyage, je l'ai eu assez rapidement avec tout ce que je vous ai dit. Puis la promiscuité avec Janine, qui avait fait déjà un travail énorme qui m'a gagné énormément de temps. Elle avait Kundalini, elle avait le ré absolu. Donc pour moi, ça a été ma muse, quoi. Ça a été, pour moi, ça a été vraiment le cadeau du ciel. C'était direct. Maintenant, j'essaie de le réexposer à ma façon, d'accord ? Et donc, si vous voulez, à l'époque, j'ai fait un article, c'est dans La Vie naturelle, on est en 84, 5, enfin vraiment, c'est très tôt. Hein. Personne ne parlait de nettoyage. Et au début, un peu comme tu me disais, mais t'es sûr que tu faisais pas de mal aux gens ? Ben non, j'étais pas sûr du tout. Hein. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de cobayes dans ma famille, dont moi-même, j'ai tout expérimenté, et ça s'est mis petit à petit comme étant quelque chose de viable. Mais au début, j'ai même été critiqué en disant « Oui, mais qu'est-ce que c'est que ton truc ?» et tout. J'avais des gens, des élèves qui sont partis, ils n'y arrivaient pas, puis moi, j'avais pas à mieux expliquer. En tout cas, pas du tout comme je le fais maintenant, avec le recul. Non, mais c'était des cobayes volontaires. Donc... Ah oui, c'était des cobayes volontaires, bien sûr. Et puis c'était à l'époque des gens qui étaient aussi curieux, intéressés. Et aussi, comme on travaillait avec Janine sur le chant, donc il y avait aussi cette confiance, parce qu'elle inspirait plus confiance que moi, de par son âge un peu plus élevé,
avancer Sa féminité, peut-être. sa aussi. féminité, sa façon d'expliquer aux gens. Moi, j'étais un peu tout dingue, hein, donc c'est vrai que, voilà, mais j'ai quand même persévéré. Oui, je ne l'ai pas dit aussi, j'ai persévéré parce que quand on s'est rencontrés, je lui parlais et il y a une voix, encore une voix, qui lui dit, il faut que tu t'occupes de lui. Et il paraît que, parce que moi, j'avais rien entendu, elle m'a regardé et elle m'a dit, oh, mais non, il y a trop de boulot. Il faut que tu t'occupes de lui, on t'aidera. Et là, ça a été le déclic, si vous voulez, quand elle me l'a dit, parce que quand tout m'est arrivé, j'ai été submergé d'informations, je me suis dit, si le ciel s'est donné la peine de se pencher vers moi ou se pencher vers nous pour faire passer cette information, c'est que il faut que j'ai du respect pour ça. Il faut que je m'accroche. Ça a donné mon étalon pour, comme je dis, ne pas dévier. C'est-à-dire penser que toutes les idées, c'est là où je suis allé très vite, très très vite. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté grâce à ça. C'est-à-dire que quand j'avais les informations au niveau d'astrobiotique, je dis c'est juste. Au niveau de mes mains, c'est juste, je continue. J'ai pas douté, j'ai expérimenté, mais je suis resté toujours dans cette confiance avec le ciel qui s'était penché sur nous. Et je crois que j'ai gagné plusieurs vies. Hein. Ah oui, c'est intéressant. Et cette foi en toi, finalement, en ce rôle, quoi. En ce rôle, à cause de cette phrase que m'a révélée Janine, hein, quelques temps plus tard. Elle m'a dit, il faut que je te dise. Ouais, c'est intéressant. Et à partir de là, on ne s'est plus quitté. Dernier détail par rapport à la pyramide, on sait que la pyramide est faite de grès, de granit, et au-dessus, il y avait des couches au niveau calcaire, hein, des couches de calcaire, Oui. d'accord. Donc on retrouve calcaire, calcium, pyramide, grès, silice, d'accord. Donc c'est toujours les deux minéraux de l'information. Il faut redire le truc absolument essentiel pour que les gens avancent, c'est que le calcium circulant est un transporteur d'oxygène. Ça, c'est la théorie absolument géniale de mon ami Philippe Perromino, hein, qu'il faut absolument connaître. Bon, il ne fait que reprendre ce qui est dit peut-être, mais un peu oublié dans la physiologie. C'est que pour transporter l'oxygène, vous avez du fer et vous avez le calcium. D'accord ? Et le calcium transporte l'oxygène dans les tissus blancs. Ça, c'est complètement important, voire génial, puisque moi, on fonctionne comme ça. Alors ensuite, là où j'en veux, enfin non, on peut pas dire j'en veux, où on se lamente de l'ignorance des égyptologues, notamment pour la pyramide rhomboïdale. Donc les égyptologues disent « Oh, mais c'est parce que ils ont commencé à construire, et après ils ont vu que ça s'écroulait, donc ils ont changé l'angle pour éviter que ça s'écroule. » Ah là là, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Mais non, c'est la forme du sacrum. C'est-à-dire que vous avez un sacrum inversé qui pointe vers le cosmos, où les informations arrivent dans le sacrum, qui va après résonner dans toute la colonne et dans tout le crâne, pour vous charger des informations cosmiques par rapport à l'os du sacrum, l'os sacré, quoi. Et donc on est toujours dans l'os, comment je vais dire, le rapport entre le crâne, l'os et le cosmos. Voilà. Donc tout ça est à revoir, je pense. Pour aider tes youtubeurs, tes spectateurs, tes adhérents à comprendre le message de l'Égypte, ceux qui tombent sur cette vidéo, quoi. Bah oui, évidemment. Bah les tiens, voilà. Oui, mais c'est pas les miens. Ah, je sais pas quoi dire. Je les possède pas. Ah, tu les possèdes pas. D'accord. Non, mais je comprends. Je sais pas comment dire. Non, parce que des fois, on peut tomber sur la vidéo par hasard. Oui, souvent. Hasard oui, qui n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui. Les gens qui me suivent, et ça m'intéresse d'appuyer dessus. C'est la synchronicité. Donc, il y a quelques signes qu'on a. Donc, je vous ai parlé de Chevalère de Lubitsch. Donc, on pourra passer en post-prod la représentation du temple de l'homme et le décodage ou le mécanisme que les Égyptiens ont indiqué du crâne, d'accord ? Donc, c'est un truc fou qu'il a trouvé, quoi. Donc, je fais court là-dessus. Par exemple, pour autre chose, pour scarabée, le Keper, ça s'appelle Keper. Eh bien, le scarabée, c'est la représentation du crâne vu du dessus, des sutures. Donc, avec le mécanisme, vous vous rappelez, des ailes d'oiseau.
Alors eux, ils représentent le scarabée poussant une sphère. Donc c'est le rapport qui nous indique le rapport entre la sphère pulsation et le mécanisme du cerveau vibratoire que j'explique, qui est le déploiement des ailes d'oiseau après Médusa. Alors eux ne parlent pas de Médusa. Par exemple, pour l'enfant égyptien, il est représenté avec une natte très curieuse sur le côté. Eh bien, on remarquera, enfin c'est mon interprétation, que c'est l'indication du mouvement circulaire du temporal, parce que cette natte, elle est en 8. Si on regarde les pharaons avec leur Némès, et le lien entre Némès et Ménès. Le Ménès, ce sont des monts en Bretagne, et le Némès, c'est la coiffe du pharaon. C'est curieux, hein. Et quand je faisais mes expériences en Bretagne, je fais une aparté, j'avais bien compris que les Ménès, c'est-à-dire les monts, étaient des endroits où allaient les druides pour s'informer des projections cosmiques qui arrivaient sur Terre, bonnes ou mauvaises, et pouvoir peut-être, si elles étaient mauvaises, les juguler. Donc ça, je l'avais bien repéré au niveau des torsions. Quand tu passes quand tu modifies ton champ de conscience, tu vois toutes ces choses arriver sur Terre. Alors après, bon, moi je ne suis pas dans le rôle d'aller protéger la Terre, hein, c'est pas mon truc. Mais sur les Ménès, hein, sur les monts, hein, mont Ménès, c'est ce qui m'a été dit qu'il se passait. Voilà. D'accord. Donc je vous montrerai l'oreille qui est toujours saillante devant le Némès, c'est-à-dire la couverture, la coiffure des pharaons. C'est curieux, ils ont toujours les oreilles qui sont montrées. D'où le signe de l'importance de l'oreille et du son. Et quand on regarde, elles sont toujours bien dessinées en 8. Et le message, c'est que la courbe du 8, hein, au niveau de l'hélix, rentre derrière. Hein, si vous continuez, ça fait un 8 et ça arrive derrière, ça indique la mastoïde. Et la mastoïde, c'est là, je vous rappelle, où l'information ultra-terrestre, les vents solaires arrivent pour nous conditionner, pour nous guider vers notre ADN du futur. C'est ce qui est très sollicité en ce moment. Même sur moi, je suis obligé de travailler comme un fou pour libérer cette partie-là qui est très très sollicitée, qui donne déjà des déséquilibres dans le corps, mais... Donc voilà, j'en suis pratiquement sûr, le message des Égyptiens par rapport à cette oreille, le son et la particularité de l'humain, de l'homme, c'est le son, c'est-à-dire la parole, quoi. C'est ce qui nous différencie des animaux. Hein, et cette parole donc, a été donnée, comme je montrais, avec une modification du cerveau Médusa. Tu te rappelles dans la conférence d'avant, hein, où il y a eu un implant qui a sculpté le Médusa de l'intérieur et qui a fait apparaître notre lobe temporal qui est en forme de piston et non pas en forme de méduse. Donc tout ça, ça vient de la nuit des temps, ça s'est cumulé. Donc après avoir été en Égypte tous les deux avec Janine, donc sur notre propre initiative, on décide de prendre des cours. Donc on tombe sur une publication de, on va dire, René Lachaud, hein, c'était un égyptologue qui était apparemment très compétent, et on va là-bas, et avec lui, donc pour affiner, si vous voulez, la philosophie égyptienne qui nous échappait un peu, il faut être clair. Moi j'étais que dans le truc énergétique, que dans le mécanisme énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez avec juste une sorte de décodage mental de tout ce qui est peinture, représentation des pharaons et tout ça, vous n'avez pas la solution. La chose, et c'est là où j'étais un peu privilégié avec mon système énergétique qui était déjà très développé, c'est de voir que tout le message n'est qu'énergie en Égypte. Tout le message qui est figuré, c'est de l'énergie. Hein. Notamment tout ce qui est... désincarnation, au-delà, etc. Donc je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, hein, si vous voulez. Mais par exemple, quand on a les représentations des mains des Égyptiens qui ne sont pas correctes, puisque le pouce n'est pas mis au même endroit, on sait qu'ils communiquent avec l'autre monde, un peu comme je fais quand je travaille sur le CVQ. Il y a énormément de choses comme ça qui ne sont pas connues des égyptologues. Et quand on est allé avec lui, il était donc très connaissant, mais il connaissait que par le symbole. Il le décodait, à la franc-maçon, si je puis dire. Et là, tous ceux qui décodent le symbole pour essayer, on va dire péniblement, de rentrer dans le mécanisme de l'énergie source, pour essayer d'avoir cet éveil intérieur, les pauvres, ils ont du mal, ils ont un chemin à faire. C'est très difficile
qu'avec le mental, d'arriver à pénétrer ce genre d'énergie. C'est très limitant. Après, il n'y arrive pas. Et là-bas, on prenait des cours, on a pour dire, c'était vraiment très très bien parce que ça m'a éveillé sur plein de choses, comme il travaillait. Et moi, je rassociais tout ça à mes découvertes personnelles. Et ça m'a énormément aidé. Et ça, très curieusement, c'est un 3. D'accord. Et on sait que le 33e degré, c'est un truc très recherché. Mais il ne le recherche que par le symbole. Ce qu'il faut le rechercher, c'est par la forme fréquence que ça donne. C'est-à-dire ici, tu as une pierre météoritique et tu le mettais devant les prêtres, devant la momie du pharaon, donc qui était mort. Donc ça aidait, ou c'est un signe de l'importance du fer météoritique par rapport à la désincarnation, par rapport au passage dans l'au-delà et tout le travail qu'il y a à faire. Et on retrouve fer météoritique avec mon fer au niveau de l'enroulement du cerveau ici. Donc si tu arrives à faire une cohérence de phase entre les deux, tu aides le défunt, qui est momifié, mais bref, tu aides le défunt à passer dans l'au-delà, c'est-à-dire à défaire toutes les mémoires de stress dont il n'a pu s'occuper, si on peut dire, de son vivant. Donc on est sur du fer météoritique. Il y a plein de synchronicités dans mon prochain bouquin, j'en parle par exemple dans la Kaaba au niveau des musulmans, eh bien tu as du fer météoritique. Le fer météoritique servait à faire des lances, notamment une lance qu'on a retrouvée dans le tombeau de Toutankhamon. Le fer météoritique, c'est le fer chargé d'une information cosmique qui résonne avec notre fer frontal pour l'enroulement et nous permet de nous aider à aller dans l'au-delà. Le fer météoritique correspond à la ferritine, non, au fer aimanté que l'on a comme pour les pigeons, donc c'est au niveau du nez, pour nous aider à nous diriger comme les pigeons font par rapport au champ magnétique terrestre. On a ça nous aussi. Donc on a avec ce mécanisme-là le lien avec ce qu'on appelle, on va dire, ou l'hypothèse Gaïa ou comment est-ce qu'on appelle ça, les grandes résonances de Schumann. Eh bien les grandes résonances de Schumann interfèrent ici, notamment au niveau de ces mécanismes aimantés que l'on a dans notre crâne et qui nous laissent en lien, en cohérence de phase. Donc voilà pour les Égyptiens. Et donc, ce qui s'est passé après, j'ai osé, si vous voulez, ça a été à la mort de ma mère, ça s'est passé après, j'ai osé faire comme les prêtres égyptiens, prêtres Anubis, j'ai osé tester le cerveau vibratoire et son corps, une fois, par exemple, ma mère, c'était la première à qui j'ai fait ça. Et donc, ces voyages en Égypte m'ont permis d'accéder à la conscience du mort qui existe encore. Une fois mort, la conscience continue toujours à marcher pendant plusieurs jours. Les pharaons, c'est 40 jours. Nous, au niveau des chrétiens, on reste 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, on peut, donc c'est ce que je fais, j'appelle ça thanatobiotique, c'est pas très reluisant comme mot, mais bon, j'ai pu interroger le cerveau de ma mère, le cœur de ma mère, qui doit être en phase avec le cerveau, pour tout ce qui n'était pas dit, tout ce qui a été violent, tout ce qui a été terrible par rapport à des relations, et je fais court là-dessus. Une fois que la personne est morte, le vivant peut interroger pour savoir quelle a été l'origine, est-ce qu'on est pardonné, est-ce que tu lui pardonnes par rapport à tout le mal qu'elle a fait. Et là, ça se traduit en pulsation mouvement, en mouvement de pensée, comme je vous dis que je fais du vivant. Là, le mort continue à vous écouter. Il continue, et il continue à dialoguer avec vous. Et là, vous pouvez faire si vous avez eu un conflit, comme moi c'était dur avec ma mère, par exemple, une grande réconciliation. Et quel avantage? C'est que lorsque la personne va être inhumée ou incinérée, comme c'est ça, vous n'avez plus en vous ces mémoires de regret, ces mémoires de revanche, ces mémoires qui vont continuer et perdurer les générations suivantes et faire que les familles vont s'entre-déchirer parce que ci, parce que ça. Vous aplanissez tout comme ça. Et ça, je l'ai fait pour ma mère, pour mon père, pour les parents de Janine. Voilà. D'accord, c'est intéressant parce que ça permet aussi pour celui qui s'en va, ou qui revient à la source comme on veut, oui. C'est aussi que du coup il n'a pas cette enclume. Ah oui, voilà, il ne reste pas ancré dans le bas astral. Voilà, c'est un détachement aussi pour lui, voilà, pour ne pas rester dans le bas astral. C'est là que je veux dire, parce que ce qu'on appelle les désincarnés,
C'est justement... Ceux qui ont des regrets, qui veulent se venger, à juste titre ou pas, ils restent là pour t'embêter. Ou tirer vers le bas par celui qui reste en vie, Et parce qu'il ne veut pas lâcher aussi. Exactement, et faire que la descendance soit l'outil de sa vengeance, parce qu'elle n'a pas été dissoute au moment du passage. Ah oui. Ça, c'est important. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une image de cerf-volant là qui me vient. C'est comme s'il y avait une partie qui était ancrée sur Terre, et le cerf-volant qui demande qu'à s'envoler c'est vrai, tu vers le soleil. Ouais, tu nettoies ça. On parlait de soleil tout à l'heure, qui est retourné au soleil. Et en fait, tu coupes le truc, quoi. On va dire, tu lâches prise. Enfin, voilà, c'est le lâcher prise, quoi. Voilà, tu nettoies tout ce qui a été difficile du vivant. Non, je ressens bien l'idée. Et ce qui est incroyable, c'est que du vivant, avec la parole ou tous les non-dits, ça ne sort pas. Même en psychanalyse, même en biopsychanalyse, hein, même avec la technique vibratoire, la Médusa, il y a encore des choses qui ne se disent pas, qu'on ne peut pas atteindre. C'est vraiment quand la personne est décédée et là, tu vois, je l'ai vu, tu vois exactement l'état de la vibration et l'état des ailes d'oiseau. Et là, par exemple, j'ai fait une expérience, c'était incroyable. Je croyais que la personne était autonome, et en fait, elle avait mémorisé. C'est pour ça que je dis que les personnes sont faites des fois pour les parents, et qu'on aurait voulu un garçon, et ça a été une fille, et donc la fille, elle est buggée, elle est missionnée à l'intérieur pour avoir une âme de garçon par rapport à ce qu'ont translaté, véhiculé les parents, dont le père. Eh bien, par exemple, une fille comme ça fera sa vie sur une fausse énergie, sur une fausse pulsation. Et ça, c'est au moment de la mort que j'ai vu un crâne se transformer en image masculine. Tu vois, il y avait l'image masculine qui était en dessous et qui, au moment de la mort, n'a pu être retenue. Donc, en fait, toute la vie de cette personne-là était basée sur une fausse énergie. Et là, ça peut vous donner les maladies les pires qui soient, c'est-à-dire l'origine des cancers, parce que quand vous êtes sur une fausse pulsation, vous compensez, et il y a un moment, ça lâche. Ah ouais. Tu vois, et les visages et tout. Et des fois, curieusement, parce que j'ai un tout petit peu d'expérience, maintenant j'en ai pas fait des milliers, et je ne le ferai jamais, hein, que personne ne me demande de faire ça. Moi j'explique, j'ai fait ça pour ma famille. Hein, si les gens veulent apprendre pour leur famille, les pères, les hommes, d'accord. Mais c'est un truc qui est enfin pas monstrueux, mais c'est très très impressionnant, quoi. Surtout tu as quelqu'un de froid dans les mains, quand même tu as quelqu'un qui bouge plus. Mais l'énergie en dessous doit bouger. Et quand l'os est fixé, quand il n'a plus son mouvement biotique, c'est-à-dire qu'il s'est rigidifié anormalement. Il faut lui redonner son mouvement pour que, comme l'homme biotique, on va le voir s'envoler, eh bien il s'envole complètement libéré. Et ça, je sais le faire, c'est ce que faisaient probablement les Égyptiens. On revient un petit peu avec la déshydratation au niveau de la grande pyramide. Tu vois, tout ça, c'est pour enlever les mémoires en dessous, qu'on soit complètement libéré. Les Égyptiens parlent du ba, B-A, tu vois, l'âme qui s'envole.